Bonjour, bienvenue pour cette dernière émission consacrée aux élections municipales. Des élections qui, ici en Languedoc-Roussillon, ont plutôt créé la surprise. Et après le temps des réactions hier soir, place aujourd'hui au temps de l'analyse avec, sur notre plateau comme invités, des experts, des candidats fraîchement élus ou réélus et des responsables politiques de la région. Mais pour commencer, je vous propose d'aller à Béziers. Béziers qui a créé effectivement la surprise en Languedoc-Roussillon et même au niveau national. Béziers, où le candidat soutenu notamment par le Front National et par Debout la République, Robert Ménard, est arrivé en tête avec 46,99%. Robert Ménard, vous nous entendez ? Très bien, oui, bonjour. Alors, bonjour, première question, comment vous analysez cette victoire ? Écoutez, je crois que c'est la conjugaison de plusieurs éléments. D'abord, il faut bien le dire, un ras-le-bol du bilan de l'équipe en place, 19 ans, une équipe usée qui depuis des années ne fait plus que les Biterrois attendent d'elle, qui est repliée sur elle-même, qui confond communautarisme et laïcité, affairisme et bien public, bref, un ras-le-bol de cette équipe. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je crois, c'est en ce qui concerne la politique nationale, le mauvais score de Jean-Michel Duplay s'explique évidemment par l'image déplorable de notre gouvernement socialiste et des chiffres du chômage qui ont fini de le plomber. Et enfin, je crois que les Biterrois ont envie d'autres responsables politiques. Ils en ont peut-être ras-le-bol des professionnels de la politique. Et ce qui s'est passé à Montpellier, ce qui se passe à Béziers, de ce point de vue-là, je crois que c'est un petit peu similaire. Qu'est-ce qui va changer, Robert Ménard, dans la pratique au quotidien, dans votre pratique du mandat municipal ? Ce qui va se passer, c'est que je vous garantis qu'au niveau de la forme et du fond, ça va être différent. De la forme, je ne confondrai pas mes intérêts de carrière et mon mandat électif. Je me consacrerai en plein temps à la ville. Je serai là du matin au soir. Je recevrai sans aucun problème les Biterrois. Je réduirai de façon importante les indemnités des élus. Je serai plus que drastique sur les frais de représentation. Tout ça, c'est sur la forme. Mais sur le fond, j'ai des priorités, c'est toujours les mêmes, et ce que j'ai dit pendant la campagne, ma première priorité, c'est assurer la tranquillité et la sécurité des Biterrois. Deuxième priorité, baisser les impôts. Troisième priorité, redonner vie au centre-ville. Je vais m'y employer dès la semaine prochaine. L'insécurité économique, l'emploi, qu'est-ce que vous allez faire, Robert Ménard, dans une ville un petit peu déprimée, même s'il y a des entreprises d'excellence qui sont installées sur le territoire ? D'abord, il y a de très belles entreprises, il faudrait peut-être les mettre en valeur et en parler. Ensuite, il faut être séduisant pour séduire des gens. Aujourd'hui, l'image de Béziers n'est pas une bonne image. Aujourd'hui, les prix de terrain... Vous pensez que vous améliorez l'image de Béziers, Robert Ménard ? Ça, écoutez, je l'ai fait 25 ans à Reporters Frontières pour Reporters Frontières. Je vous garantis que je le ferai. D'abord, si je peux me permettre, si l'ensemble des médias nationaux sont venus à Béziers, c'est pas tout à fait un hasard. Alors, vous pouvez estimer, vous, que ça ne rend pas compte de Béziers, ça a dit ce qu'était Béziers, et je vous garantis que dans un an, on dira autre chose de Béziers. Oui, ça, je sais le faire et je m'y emploierai. Robert Ménard, le Front National comptabilise Béziers comme une prise. Est-ce que vous ne craignez pas une OPA de ce parti sur votre gestion ? Une OPA de qui sur qui ? Du Front National sur vous. Vous croyez ? Mais j'ai bien compris. Ah bon, d'accord. Vous plaisantez. Est-ce que vous imaginez que quelqu'un va venir me donner des ordres sur ce qu'il faut faire à la ville ? Évidemment pas. Sur les trois quarts de notre liste est composée de gens qui n'appartiennent, comme moi, à aucun parti. Je vous rappelle, vous l'avez... Non, c'est pas vrai. Vous avez cité Debout la République dans votre présentation. Il y a 4 partis qui nous soutiennent. Que chacun des partis ait envie de dire, comme le fait Marine Le Pen, que c'est la victoire de son parti, c'est légitime et je le comprends fort bien. Moi, je vous le dis, c'est la victoire des Biterrois. C'est tellement vrai que les derniers jours, on a assisté à une campagne haineuse à Béziers sur le thème « Attention, les loups », je les cite, « les loups vont s'emparer de Béziers ». Vous avez vu le résultat dans les élections ? Vous avez vu, on a encore gagné des votes alors qu'il y a eu encore plus de participants. C'est vous dire à quel point les Biterrois ne croient plus à tout ce langage politicien insupportable qui parie sur la peur alors que moi je parierais sur l'unité et le rassemblement. Dernière question, Robert Ménard. Hier soir, Jean-Pierre Grand, maire UMP de Castelnau, disait que M. Duplat pourrait avoir vos faveurs pour être le président de l'agglomération. Quelle est votre position sur l'agglomération de Béziers ? Vous êtes une pièce maîtresse, vous êtes le maire de la ville-centre.
Attendez, je vous dis tout de suite, les accords d'appareil, d'état-major, les petits SMS, comme on en a Là, vu... ce sont éventuellement des bonnes relations personnelles, plus que des accords d'état-major, monsieur Ménard. Attendez, non, je vais vous répondre. Merci. Les petits SMS envoyés par M. Eliabou à M. Duplat, tout ça, c'est pas mon genre. M. Duplat aura toute sa place, pas seulement parce que j'entretiens, et c'est vrai, d'excellents rapports avec lui, mais parce que c'est un homme de dossier de qualité, un honnête homme. Je briguerai la présidence de l'Agglo, je l'ai dit, et donc je me fais fort de rallier une majorité des conseillers communautaires à la candidature du maire de Béziers. Merci beaucoup Robert Ménard. Alors, on a sur le plateau avec nous Julien Sanchez, qui est secrétaire départemental de la Fédération nationale, du Front National, excusez-moi, dans le Gard, élu hier soir à Beaucaire. Béziers, pour vous, c'est une prise du Front National ou pas ? Non, mais je crois que Robert Ménard a très bien répondu. C'est sa victoire. Il est soutenu par le Front National. Il a des colistiers du Front National. Il en a aussi d'autres partis. Mais c'est avant tout sa victoire. Moi, j'ai suivi sa campagne. Et c'est vrai que je suis assez fier de ce qu'il a pu réussir à faire en porte-à-porte, sur le terrain. Il y était vraiment tous les jours. Et la question n'est pas de savoir si c'est une prise du Front National ou pas. Il y avait des gens du Front National sur cette liste. Il y avait des gens d'autres partis politiques. L'essentiel, c'est qu'il ait gagné, qu'il ait bouté Eliabou et ses comparses hors de Béziers, et je crois que c'était important de le faire. Alors, on retrouve en duplex depuis Perpignan Nicolas Lebourg. Bonjour, vous êtes historien, Bonjour. Spécialiste du Front National. Béziers, c'est un peu un cas à part ou pas ? Non, ce n'est pas un cas à part, c'est un cas typique, c'est une alliance de toutes les droites. Là-dessus, Robert Ménard a tout à fait raison, il est effectivement largement soutenu par des partis souverainistes. Il est aussi allé chercher des talents du côté du bloc identitaire ou de la Ligue du Sud. Donc c'est vraiment une reconfiguration politique. On a des marqueurs socio-économiques qui sont à peu près les mêmes qu'à Perpignan, mais il n'est pas dans un duel et il a une union faite largement en avance. Il gagne l'élection. Stéphane Rossignol, vous êtes le maire réélu de la Grande Motte, vous avez été réélu dès le premier tour, secrétaire départemental adjoint de l'UMP dans l'Hérault. Vous, ce score de Robert Ménard à Béziers, c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas ? Je crois que la victoire de Robert Ménard à Béziers, comme il le dit lui-même, n'est pas simplement la victoire du Front National. C'était un peu mission impossible pour Eliabou. Dans le contexte économique de Béziers, c'est vrai que la ville aujourd'hui est en souffrance. Il avait réuni autour de lui un certain nombre d'élus sortants, dont le maire sortant, et puis s'appuyant également sur une ancienne vice-présidente de la région, qui était sa colistière, Agnès Jullian, pour essayer de rassembler au maximum les Biterrois. Le contexte national exacerbé avec la montée du Front National et la personnalité forte de Robert Ménard, qui n'est pas que du Front National. Dans la liste de Robert Ménard, il y a des anciens membres de l'UMP, certains qui étaient des élus sortants de Raymond Couder, dont sa deuxième adjointe. Donc c'est pas simplement la victoire. C'est vrai que c'est plus, je pense, Béziers doit être regardé comme une ville en souffrance et qui souffre parce qu'elle est dans un territoire. Mais est-ce que ce n'est pas l'échec aussi quand même ce n'est pas l'échec de l'UMP et notamment de cette partie de l'UMP qui effectivement a des thèses qui ne sont pas très loin des thèses du Front National et qui fait que les lecteurs au final préfèrent l'original à la copie ? Non, je ne crois pas qu'aujourd'hui, regardez, Eliabou a été brillamment élu député il y avait quelques mois dans l'élection partielle où il avait réussi à faire baisser une vraie candidate du Front National. Avec une abstention massive, monsieur Rossignol. Avec certes une abstention massive peut-être, mais en tout cas il avait rassemblé. Donc je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que ça tient plus à une difficulté de passage de relais, comme ça se passe souvent. Une succession qui a été mal préparée, certainement. Des difficultés économiques. Un contexte national avec une forte personnalité de Robert Ménard qui arrive de la gauche et qui aujourd'hui était soutenu par le Front National, mais aussi par Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, donc c'est tout un contexte qui fait qu'effectivement, là où Raymond Couder s'imposait depuis 3 mandats, il a malheureusement, aujourd'hui, son successeur n'a pas réussi à prendre la suite. Christian Bourquin, Julien Sanchez et Mme Le Pen parlent d'une tripartition de l'offre politique. Est-ce que vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, il y a 3 blocs dans cette région ? Vous, la gauche, la droite républicaine et le Front National et ses alliés ? Il y a la gauche, d'une façon certaine. Quant à la droite qui s'est calée sur l'extrême droite, c'était à eux à se déterminer. J'ai noté que durant cette semaine, le numéro 2 du Front National, M. Alliot, parlait de l'affrontement, notamment à Perpignan, des deux droites. Donc il se définissait comme lui-même à droite. Et puis hier soir, changement de cap, j'ai noté sur vos antennes, il y a la droite, la gauche, et puis lui qui révolte dans tout cela.
j'ai pas à juger le comportement, mais je juge cette façon d'aller n'importe où, au gré du vent du jour. Bref, il n'y a pas de ligne politique. Concernant le Front National, je note que M. Ménard se détache de ceux qui l'ont fait élire, c'est son problème à Béziers. Il y a 2 villes notables qui ont été conquises, et c'est une évidence, par le Front National, c'est Beaucaire, M. Sanchez est ici, et c'est Béziers. Mais je note qu'au niveau national, le Front National avait passé la barre haute, ils sont au niveau de 95. Vous savez, quand il y avait eu cette vague également, ils avaient en gros eu comme ambition d'avoir 1200 élus en France, ils en auront 1250. Ils géraient 5 villes, aujourd'hui ils vont en gérer 14. C'est un changement, c'est une préoccupation, ça mérite des commentaires, c'est une évidence. Mais je note que sur Béziers, par exemple, où la semaine dernière j'ai lancé l'idée d'une fusion républicaine, expliquer à nos concitoyens, et notamment aux habitants de Béziers, où l'UMP ne pouvait pas seul, je dirais, en tant que parti républicain, j'espère qu'ils sont toujours dans la République, pouvait finalement, je vous en remercie, c'est peut-être qu'une intention, c'est pas sûr que tous vos représentants soient ainsi. L'UMP pouvait faire barrage au Front National et à M. Ménard, ils n'ont pas eu l'intention, ils ne se sont pas donné les moyens, finalement, dans une bonne répartition. Parce que ce que vous oubliez, je ne l'ai pas entendu dans vos commentaires de tout ce week-end, c'est que maintenant, il y a certes une collectivité qui s'appelle la mairie, on la connaît, mais il y a une supra-collectivité dont on n'était pas habitué à gérer jusqu'à présent, c'était l'agglo. Et donc, dans une entente à une formation politique de la gauche, par exemple l'agglo, parce que c'est moins en contact avec la population et que l'UMP, dans le cas de Béziers, était arrivé en tête, on aurait pu faire barrage au Front National. Il n'y a pas eu cette volonté du Front National, je le note. Et d'ailleurs, monsieur Abou... De l'UMP, vous voulez dire? Comment? Pas cette volonté de l'UMP ou du PS? De l'UMP, qui ne s'est pas donné les moyens de la négociation dans cette approche républicaine. Mais je note qu'il était, M. Abou, avec M. Copé, durant ce débat de cet été, avec de toute une série de personnes qui, je dirais, étaient prêts à assumer eux-mêmes les thèses du Front National. Alors, Julien Sanchez, oui. Oui, pour réagir en 2 mots, déjà d'une part, vous constatez que l'alliance qui existe, elle n'est pas entre la droite et le Front National, elle est entre le Parti Socialiste et l'UMP. On l'a vu à Perpignan où votre candidat s'est désisté, il était en capacité de se maintenir. On l'a vu dans d'autres communes où la gauche s'est désistée systématiquement et s'est rabaissée devant l'UMP pour faire le marchepied. Au nom de la République. Ça, voilà, c'est une la République valeur est forte. en danger. Vous estimez que parce qu'un maire Front National est élu, la République est en danger? Je crois vous portez des valeurs qui ne sont pas intégrées dans la République. Les gens ont voté. Siégez à la région, voté. Je vous connais trop. Il y a toute une série de valeurs que vous défendez qui sont hors de la République. Alors vous parlez sur la culture, Lesquelles sur la préférence nationale, sur le logement, et je pourrais citer comme cela. Il y a toute une série de valeurs, je crois que la Sanchez, plupart vous parliez. mais c'est normal que vous ne le reconnaissiez pas. Je crois que la plupart des Français sont pour la préférence nationale. Pour comprendre ce qu'est la République. Oui, je vous en remercie. C'est toujours l'invective. Julien Sanchez, vous parliez de Perpignan. Je vous propose d'ailleurs d'écouter effectivement la réaction hier de Louis Alliot après sa défaite, victime donc de ce front républicain qui s'était monté sur Perpignan. On l'écoute. Nous allons petit à petit vers une tripolarisation, un bloc de droite, un bloc de gauche, et puis un bloc qui n'appartient ni à la droite ni à la gauche et qui ne veut pas apporter son soutien aux uns et aux autres, considérant qu'ils mènent la même politique avec les résultats que l'on sait. Et malheureusement, je trouve un peu dommage que les Français se laissent aller à les porter quand ils sont à gauche, leur voix à la droite, ou quand ils sont à droite, leur voix à la gauche, pour finalement maintenir le même système d'endettement, de misère sociale, et puis de renoncement moral tel que nous le voyons aujourd'hui. Donc voilà, et on voit effectivement les résultats sur Perpignan. Juste avant de continuer, autre victime du Front républicain, pour le coup dans le Gard, à Saint-Gilles. Donc on écoute la réaction de Gilbert Collard, qui a été effectivement lui aussi battu par un UMP hier soir. Pour moi, ce n'est pas une défaite, parce qu'avec le score que je fais en ayant tout le monde contre moi, j'ai le sentiment d'avoir réalisé un score magnifique. Ce qui me fait perdre, c'est le vote de la cité Sabato. Hein. Voilà, bon. Mes adversaires ont énormément travaillé la communauté maghrébine en lui racontant des histoires. Et là, il y a eu un vote massif. Bon, mais un maire qui est élu avec 180 voix d'écart, c'est un maire qui a des confettis de bulletins de voix. Et il faut quand même aussi noter que l'opposition entre vraiment en masse dans les conseils municipaux et que, croyez-moi,
ils ne vont pas se réjouir de nous avoir dans l'opposition. Parce qu'on ne va pas être une opposition molle, étant donné que on va représenter quand même une proportion considérable de la ville, moins de 200 personnes à peu près. On a le droit de parler haut et fort. Hein. Bon, Saint-Gilles a un demi-maire. Oui, donc on n'appartient pas à la République quand on dit ça. Une voix supplémentaire suffit pour gagner une élection dans la République. Est-ce que vous aiderez les communes Front National si les dossiers sont bien ficelés, comme M. Sanchez? Ah, moi, la région, je vais vous dire, j'ai jamais regardé l'étiquette des formations politiques. J'ai toujours travaillé avec ceux qui avaient des ambitions de projets qui correspondent à l'ambition régionale des projets que je soutiens, que je mets en avant. Je l'ai démontré jusqu'à présent, je continuerai à le faire. Ma mission, c'est de m'adresser aux presque 3 millions d'habitants de cette région. Je continuerai de ce côté-là. Et si quelqu'un rentre avec sa municipalité dans ces objectifs-là, pourquoi pas? Vous aurez des dossiers maintenant de Beaucaire. Oui, mais je connais déjà. Avec grand plaisir. Je vous l'ai dit, vous avez quelques efforts à faire parce que certains éléments sur la culture, la préférence nationale, sur le logement. Ah oui, mais je regrette, c'est pas la politique de la région, ça. Ah non, mais il y a par exemple la construction d'un lycée, il y a par exemple d'autres choses qui peuvent être faites sur Beaucaire qui ne ressortent pas de la préférence nationale, qui est une politique nationale. Si vous évoluez, c'est très bien. Et Emmanuel, votre analyse, vous, sur... Je reste avec mon programme. Il y a 3 cas de figure qui sont très illustratifs de la réalité qui se présente à nous. Tout d'abord, sur la question de la tripartition, il faut quand même être raisonnable et regarder les chiffres. Si le Front National, là où il se présentait, a flirté avec les 20% au premier tour, c'est-à-dire 3 points de plus que dans la moyenne nationale, c'est donc un succès. Il ne représente aujourd'hui que 2% de la population du Languedoc-Roussillon, avec Beaucaire et Béziers. Ailleurs, l'échec de M. Collard est significatif de 2 choses. Premièrement, Saint-Gilles est une ville avec une expérience Front National. Sans doute que la mémoire d'une gestion passée du Front National a pu peser, deuxièmement, le vote populaire. Le vote populaire, alors que le parti de Marine Le Pen se prétend populiste, il a pêché là où les quartiers populaires se sont mobilisés contre lui. Dans le cas de Beaucaire, on a le cas plus caractéristique d'un véritable homme d'appareil, Julien Sanchez qui est présent sur ce plateau, qui bénéficie de 2 choses, l'extraordinaire division de la droite et deuxièmement, une idéologie de la droite locale très sensible à beaucoup des thèses défendues par le Front National. Enfin, Béziers, Robert Ménard dépassait de très loin le score de Marine Le Pen dès le premier tour des élections municipales. Autrement dit, il n'est pas élu que sur son identité frontiste ou debout la républicaine, si vous voulez. Il est sans doute un personnage tout à fait intéressant de local populisme, mais le local populisme, c'est bien dans l'incantation. On va voir ce que ça donne dans l'action. Alors, le populisme, c'est une humeur du moment, c'est un rejet du moment. Alors qu'au populaire, c'est l'approbation justement de la population et on avance avec cette approbation totalement différente. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un vote d'espoir qui a eu lieu à Béziers et à Beaucaire, non, pas populiste, du populisme. Juste avant qu'on revienne sur le plateau, comme on était sur Saint-Gilles, on va juste retrouver en duplex depuis Nîmes le nouveau maire de Saint-Gilles, Eddy Valadier, maire UMP. Gilbert Collard vous définit comme un demi-maire. Vous vous sentez un demi-maire ? Moi, je crois surtout que Gilbert Collard est amer de cette défaite. Il se voyait élu dès le premier tour. Il s'est retrouvé en duel contre moi. Dans la semaine, il nous disait que ce n'était même pas la peine d'aller voter. Moi, je suis peut-être un demi-maire. Lui n'est pas maire du tout. Est-ce que ce front républicain qui s'est mis en place sur Saint-Gilles, vous pensiez que ça pouvait marcher ou pas ? On était dans une configuration extrêmement difficile. Je crois que peu d'observateurs croyaient en mes chances de victoire. Il y a 5 mois, pas plus que lundi. Moi, j'ai compris lundi qu'il fallait appeler un rassemblement des Saint-Gilloises et des Saint-Gillois au-delà des formations politiques. J'ai fait aussi un appel à une prise de conscience d'une élection locale, d'un maire qui serait absent, avec un projet qui était pas crédible. Cet appel a été entendu et je remercie tous mes concitoyens de m'avoir fait cette confiance. Est-ce que ça vous donne l'obligation de faire de la politique différemment et comment vous comptez vous y prendre ? Oui, je crois que ça méritera une réflexion profonde. Il y a 2 messages qui ont été passés dans cette élection. Un message de colère.
Je crois que beaucoup de nos concitoyens sont inquiets dans l'avenir. Je crois qu'il faudra rétablir la confiance et dans le même temps, aujourd'hui, passer l'élection, je suis le maire de toutes et de tous et il faudra que j'en tienne compte dans l'exercice de mon mandat municipal. Merci Monsieur Valadier. Merci. Monsieur Bouclit. Oui, en fait, Donc vous êtes, déjà que je vous présente, hein, vous habitez à Montpellier, à la Paillade, et vous êtes le président de l'Université populaire de Montpellier. Oui, tout à fait. Non, je voulais réagir rapidement, c'est effectivement sur la situation régionale. Ce qu'on observe, et nous l'avons observé depuis des années, c'est que le Languedoc-Roussillon constitue un laboratoire, clairement, de l'extrême droitisation, avec une normalisation des thèses d'extrême droite. Je veux dire, j'entends effectivement Ménard parler effectivement, non, c'était une liste citoyenne soutenue par le Front National. La réalité, c'est qu'un subterfuge de communication. La réalité, c'est que aujourd'hui, je veux dire, clairement, ce qu'on voit, je veux bien qu'on utilise, parfois ça marche, la question du Front républicain, mais la réalité et l'exception, montpelliéraine le confirme, c'est que les politiques d'aujourd'hui utilisent des mots d'hier qui ne permettent pas de répondre aux angoisses de nos concitoyens. Alors on peut effectivement, dans un Front républicain, rassembler effectivement la gauche et la droite, et parfois ça marche. Parfois, ça ne marche pas, comme ce fut le cas à Brignoles. Mais à un moment donné, il faut répondre aux angoisses de nos concitoyens. Il faut changer la vision, les visions, les pratiques. Et donc, on pourra revenir encore une fois sur la situation montpelliéraine. J'avais eu l'occasion, il y a maintenant 3 ans, en tant que président de l'Université populaire, de porter une candidature citoyenne où je m'offusquais contre ces pratiques-là. Parce qu'à un moment donné, la population et les acteurs venaient à ma rencontre pour me dire « c'est pas possible ». Ça, c'est pour la droite. Et quant à la gauche, aujourd'hui, elle doit se rassembler sur des bases idéologiques claires, sur des bases saines, sur des bases citoyennes, sur des bases sociales, sur des bases écologiques. La gauche a sa responsabilité dans le sens du rassemblement. Et par rapport à, effectivement, à la question de l'abstention, qui est importante, on y reviendra. Et la droite, je le dis très clairement à M. Rossignol, quand on entend un certain nombre de propos, je l'ai entendu, des propos un peu implicites qui tendent vers l'école missionnaire, parce que, je veux dire, clairement à droite ici, on est beaucoup plus proche de Copé et de Sarkozy dans cette région-là. Donc à un moment donné, vous devez être extrêmement clair par rapport à des positions, par rapport à des dérives telles que l'école buissonnière. Parce qu'on a vu finalement dans quelle situation ça nous a conduit à l'échelle régionale. Le meilleur moyen pour empêcher que le Front National puisse gagner une mairie, c'est Gilbert Collard qui le disait hier, il disait « c'est la cité Sabato qui m'a fait perdre cette élection à Saint-Gilles, c'est d'aller voter ». Et effectivement, dans les quartiers populaires, le vote, l'abstention a été importante. Oui, l'abstention a été importante parce que, comme je l'ai expliqué lors de l'émission précédente, elle se nourrit d'un processus complexe qui donne un sentiment que la République ignore ses enfants, que la République n'ignore pas la promesse. Vous savez, par exemple, à la Paillade, et on a eu effectivement toute une série de rapports, dont le rapport Carlon, qui a démontré en fait ces ségrégations nord-sud, comme dans un quartier comme la Paillade, qui est l'équivalent de la ville de Sète. Et vous avez une tour d'Assas, qui est la mascotte de la Paillade. Et de la Paillade, vous voyez la mer, l'horizon républicain. Et à un moment donné, quand on est à la Paillade et qu'on voit des politiques de gauche comme de droite qui ne répondent pas aux aspirations de ces populations-là, eh bien à un moment donné, c'est normal qu'ils s'abstiennent au point où certains considèrent que c'est un acte politique, ce qui me désole. Monsieur Rossignol, après Philippe Sorel. Oui. Non, d'abord, je voudrais dire à M. Bouclit qu'effectivement, on n'a pas à avoir honte d'être pour Nicolas Sarkozy, qui a été notre président de la République et qui est regretté aujourd'hui. Malgré l'école buissonnière. Malgré l'école buissonnière. Je ne suis pas suspect. J'ai soutenu François Fillon. Donc, c'est pas en tenant de pareils discours qu'on va effectivement rallier aujourd'hui la République, monsieur Rossignol. Moi, on parle beaucoup de Front National, mais moi, ce que je constate quand même, c'est la raclée, la défaite cuisante du Parti socialiste, à la fois au niveau national, une défaite que même la droite en 2008 n'avait pas subie. Plus de 155 villes de gauche qui sont aujourd'hui passées à droite, et dans la région, excusez du peu quand même, des villes comme Narbonne, Carcassonne qui sont tombées, Perpignan où le PS a été éliminé. Tous les députés socialistes, et M. Sorel, le nouveau maire de Montpellier, qui est ici présent, pourra aussi témoigner, 4 députés de gauche sur la liste du candidat officiellement soutenu par le PS, qui fait au premier tour 1/4 de voix, alors qu'il avait le soutien de la Fédération des Verts, avec 4 députés présents battus. Françoise Dumas,
pour laquelle j'ai beaucoup de respect, candidate à Nîmes, qui ne fait pas 14% au second tour. Jacques Resta, qui est votre vice-président, des vice-présidents de la région, qui sont tous battus dans les combats qu'ils ont menés, à quelques exceptions près. Regardez le groupe UMP à la région, aujourd'hui tous nos candidats ont été élus. D'accord. Question à Philippe Sorel, Stéphane. Philippe Sorel, M. Bouclid parle d'exception montpelliéraine, M. Ménard fait une comparaison avec sa victoire et la vôtre. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à Montpellier qui bouscule la manière de faire la politique? L'idée des mots qui a été employée par M. Bouclid, est-ce qu'il faut réinventer les mots pour parler aux concitoyens, à tous les concitoyens? Je pense que ce que dit Mohamed Bouclid n'est pas est frappé du coin du bon sens. J'ai eu l'occasion de le lui dire depuis de nombreuses années. Mais bien sûr qu'il y a une grande différence entre la façon de concevoir une liste citoyenne à Béziers et à Montpellier. Je déplore que les médias nationaux n'aient traité que du cas de Béziers parce que le cas de Montpellier est extraordinaire. Nous avons gagné contre toute attente, 10 points d'avance sur la liste socialiste. L'UMP reste stable, 26% en 2001, en 2008, en 2014. Et le Front National en dessous de la barre des 10. C'est une situation d'espèce, un cas d'espèce qui mérite qu'on s'y attarde. Parce que cela veut dire que dans une grande ville, une ville appartenant aux 10 plus grandes villes de France, on est capable de faire de la politique autrement, en dehors des partis politiques. Même si moi-même, j'ai un passé politique. Mais il y a un moment où, lorsqu'il y a trop d'injustice, il faut savoir se mettre debout et dire stop. C'est ce que nous avons fait et nous l'avons fait avec classe, avec brio et pas en dessous de la ceinture. C'est un grand exploit et je souhaite. Alors on va revenir sur Montpellier. Juste, je veux terminer. Et je souhaite que dans les mois à venir, nous ayons des échanges très productifs avec l'ensemble des partis politiques et en particulier le mien, celui qui m'a exclu, sur la manière de faire de la politique, de désigner les candidats et d'assurer le suivi, entre guillemets. Parce que sinon, eh bien, le pays va faire ce qu'il a fait hier. Nous perdrons toutes les villes. 155 villes que le PS a perdues. Et le seul rempart aujourd'hui pour la gauche en Languedoc-Roussillon, Monsieur le Président, ça reste Montpellier. Vous avez raison. Et pas pour le PS, pour une liste citoyenne, ouverte, écologiste, divers gauche et responsable. Alors, on va revenir sur Montpellier. Je voudrais juste rajouter quand même qu'en Languedoc-Roussillon, mais partout en France, la gauche s'est payé le luxe de l'éclatement et de la division. On va en reparler, M. Bourquin. En est révélateur. Philippe Sorel a compris cela et je le salue, et je le félicite sur son élection, parce que tous les autres restent sur leur base. Montpellier, qui est une ville travaillée par Georges Frêche sur son nom, mais Georges Frêche n'est plus là, et il a travaillé sur les valeurs de gauche. Et aujourd'hui, je dirais que Philippe Sorel a été celui qui a su utiliser aussi, entre autres, justement, ce poids de Georges Frêche, comme nous le faisons à la région. Et ça roule parce que l'homme a marqué, l'homme et ses équipes, et ça a construit. Et on est sur cette avancée des valeurs de gauche. Alors, Philippe Sorel marquera de son empreinte la ville à son tour, comme je le fais à l'échelle de la région. C'est normal. Christian Bourquin, on va revenir sur l'analyse sur Montpellier. Je voudrais juste terminer avec Nicolas Lebourg à Perpignan pour terminer sur la partie Front National. Le Front National, avec une stratégie de conquête, notamment ici en Languedoc-Roussillon, en milieu rural, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement 2 villes symboles qui sont aujourd'hui aux mains du Front National, c'est Béziers et c'est Beaucaire, mais est-ce qu'on peut dire que sur le reste, c'est un peu un échec de cette stratégie ou pas ? Les meilleurs scores du Front National au premier tour, on sait, c'est un rayon de 20 km autour des centres urbains. Là, ce qu'on voit surtout sur ces victoires, ces mairies gagnées par le Front National, c'est que c'est des sociologies locales, c'est un parti de la demande, c'est pas M. Collard, c'est pas M. Alliot, dans le Nord-Est, c'est pas M. Philippot qui ont gagné, c'est M. Sanchez qui ce soir est maire, pas un demi-maire, un maire entier. Donc, sur la région, on voit bien qu'il n'y a pas de tripolarisation, c'est excessif cette formule, mais sur tout le bassin méditerranéen,
méditerranéen, on a le Front National, quand il n'y est pas, on a la Ligue du Sud, on a une forte demande sociale d'extrême droite, et celle-ci, lorsqu'elle est présente, rencontre vraiment le succès. Donc, il y a quelque chose qui se passe, ça ne peut pas passer par la fusion républicaine, la réponse. On l'a vu lors des partiels que l'électorat PS, face à des duels UMP-FN, à 20 points, pouvait aller voter pour le candidat FN, parce que le Front National, et en particulier dans cette région, arrive aujourd'hui à cristalliser l'opposition au libéralisme économique et l'opposition au libéralisme culturel. Donc ça dépend de l'UMP, ça dépend du PS, de refournir des offres idéologiques, de refournir des visions du monde qui peuvent répondre à leurs électeurs, en particulier sur les zones assez sinistrées comme la nôtre. Merci. Alors je vous propose d'aller dans un autre département qui a aussi beaucoup créé la surprise, c'est l'Aude, avec 2 villes qui ont basculé de gauche à droite. On retrouve à Carcassonne Gérard Lara. Bonjour. Donc vous avez été... Bonjour. Bonjour, vous avez été donc élu maire d'hiver droite de Carcassonne. Vous avez battu le maire socialiste sortant, Jean-Claude Pérez. Vous aviez déjà été maire de Carcassonne de 2005 à 2009. Votre victoire, vous l'analysez comment? C'est une défaite de la gauche ou pas? C'est une défaite de la gauche et c'est le résultat d'un travail intensif dans une méthode de campagne, si vous voulez, de proximité. Voilà. Tout à l'heure, j'entendais ce qu'on disait. Effectivement, les partis politiques sont un peu en déshérence au niveau de l'appréciation des habitants et des candidats sans étiquette qui ont une vision pragmatique des choses, ont la possibilité de s'exprimer et de l'emporter. La preuve, c'est ce qui s'est passé à Carcassonne hier. Vous avez, bon, toute proportion gardée, je dirais un petit peu le même parcours que Philippe Sorel, c'est-à-dire que vous avez pris la décision de vous présenter en dehors de votre famille politique d'origine qui était l'UMP, en disant ben, j'y vais contre l'UMP parce que je pense qu'effectivement c'est à mon tour, c'est moi qui vais pouvoir gagner. Est-ce qu'effectivement aujourd'hui on est en train de secouer les partis politiques traditionnels avec ces municipales? J'en suis convaincu. Ces municipales font la démonstration d'un phénomène très simple. D'une part, il y a un rejet des partis politiques qui ne se comportent pas très bien sur le plan national, des partis de gouvernement. Et la population, moi je l'ai vu pendant la campagne, c'est un phénomène que je n'avais pas constaté antérieurement. La population en a assez des partis politiques et veulent des gens d'authenticité, des gens de vérité. Et effectivement, les partis politiques ont beaucoup de réflexions à faire pour retrouver une certaine crédibilité. Je le dis parce que je l'ai vécu comme ça pendant 1 mois et demi. Et dernière question, Gérard Lara. L'agglomération de Carcassonne a une majorité qui semble être socialiste. Quelle va être votre position? Vous allez candidater? Vous allez travailler de concert avec les socialistes, la gauche? Non, mais écoute, moi je pense que je présenterai un candidat ou je serai candidat parce que moi j'ai été président de la communauté d'agglomération lorsqu'il n'y avait que 23 communes et j'ai bien travaillé avec des maires qui n'étaient pas de ma tendance politique, avec lesquels j'avais eu des contacts particulièrement fructueux, que j'avais respectés, à qui j'avais donné des responsabilités dans ce que j'appelle les municipalités de la première couronne avant l'extension que l'on connaît. Bon, mais nous verrons dans le courant de la semaine ce qui va se passer. Et n'oublions pas que Carcassonne est la ville-centre et que la ville-centre quand même a son mot à dire dans une communauté d'agglomération. Voilà. Merci Gérard Lara, merci. Philippe Sorel, merci, au revoir. Pour revenir sur la victoire de Montpellier, Léo, est-ce que c'est vraiment un nouveau modèle ou est-ce que c'est pas un homme providentiel qui rencontre une ville ou une ville qui rencontre un homme? Est-ce que c'est pas une répétition quelque part d'une histoire sur des territoires plus larges? Est-ce que c'est pas une répétition d'histoire tout simplement? Un homme providentiel avec une ville? Écoutez, ça fait quand même 3 mandats que je suis élu adjoint au maire de Montpellier, 3 mandats de conseiller général, une fois député suppléant. Donc il n'y a pas de génération spontanée en politique? Je ne me considère pas comme un homme providentiel, mais cet ancrage personnel sur la ville a été très utile. Parce que lorsqu'on fabrique une aventure comme la nôtre, une liste citoyenne, si on n'a pas d'ancrage préalable, c'est très dur. Regardez Pape Diouf à Marseille. Il est arrivé à un score 4-5 points, c'est compliqué. Là, j'ai pu bénéficier de mon ancrage personnel, notamment de conseiller général urbain. Regardez les scores. Vous verrez que le 3e canton de Montpellier m'a permis de passer devant l'UMP au premier tour et m'a permis d'assurer un différentiel très important de 10 points avec la liste du Parti socialiste Écologie Les Verts au 2e tour. Donc, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que du travail. La politique, c'est 90% de travail. Alors, après... le modèle que nous avons présenté, c'est la réponse à l'UMPS. C'est l'autre façon de gérer le problème. Vous dites mais aussi elle est plus UMPS, compliquée. Elle est plus compliquée parce qu'elle demande beaucoup de relations humaines.
elle demande beaucoup de tolérance. Alors qu'est-ce que vous dites au président Bourquin? Vous êtes un homme clé dans le dispositif des régionales. Montpellier fait l'élection au niveau régional. Quel conseil vous donnez à Christian Bourquin? Mais moi, je n'ai aucun conseil à donner au président de la région. Le président de la région est libre de ses choix et je les respecte. Pour moi, l'important maintenant, c'est de construire. Parce qu'après l'élection, il faut rassembler l'ensemble des Montpelliérains autour du projet majoritaire que nous avons proposé. Et je vais m'y appliquer. Et je vais m'y appliquer dans le détail. Bien entendu, j'aurai des relations avec Paris. Paris a déjà expliqué la marche à suivre. Mais vous savez, je suis un peu réticent. Philippe Sorel, qui est Paris? La rue Solferino ou Matignon? Les deux, en général. Les deux. Je vais prendre le recul nécessaire. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Georges Frêche pendant 15 ans. Comme l'a dit justement Christian Bourquin tout à l'heure, je ne me revendique pas comme son héritier, mais j'ai beaucoup appris. Et lorsque les circonstances historiques s'imposent à moi, eh bien, j'utilise les leçons que j'ai tirées de l'expérience et je les fais miennes. C'est ce que j'ai fait dans cette élection et je dois dire que j'ai été servi aussi par une équipe extrêmement passionnée et qui n'a pas peur de se lever tôt et de se coucher tard. Mohamed Bouklit, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais réagir. Tout d'abord, je voulais déjà féliciter Philippe Sorel pour cet exploit extraordinaire, parce que républicain, à mon sens, et en même temps rendre hommage, comme je l'ai déjà fait médiatiquement il y a plusieurs mois de cela, Hélène Mondroux, qu'on surnomme Mère Courage. Parce que sans quoi cette... dont l'appel a dû compter sur quelques milliers de voix. Exactement, voilà. Deux éléments qui me paraissent fondamentaux par rapport effectivement à ce succès-là. Derrière ce scrutin-là, il y a eu finalement l'expression d'un ras-le-bol, d'une colère, du rejet des pratiques clientélistes. Je l'avais déjà fait donc il y a 3 ans à travers la candidature citoyenne où j'avais obtenu... Mais en même temps soutenu par un parti politique à l'époque. Soutenu par le Front de gauche. On aurait pu avoir d'autres partis, mais l'inverse, si vous voulez, dans une vision, si vous voulez, manichéenne, dans l'esprit des quartiers populaires, binaires, souvent le clientélisme, c'est la population au service des partis politiques. Et ce que j'ai pu incarner, avec succès, puisque nous avons... C'est d'ailleurs ce que dit Marine Le Pen, vous l'avez vu. Hein. Près de 35%. Oui, mais la différence, c'est qu'on est dans les valeurs de la République. Elle ne l'est pas. Nous avons obtenu près de 35%. Ça, c'est ce premier point qui me semble fondamental, c'est-à-dire le rejet des pratiques. Les partis politiques tels qu'ils sont obsolètes. Ils ne sont plus au service des valeurs qui fondent notre pacte républicain et c'est ce qu'a traduit effectivement ce vote-là. Mais plus fondamentalement, une page de notre ville est en train de se tourner. Nous avons non pas simplement la décomposition de ce qu'on appelle le fréchisme, mais ce qu'on a pu observer avec effectivement cette candidature de Philippe Sorel, parce qu'à l'époque de Georges Frêche, il y avait les fréchistes et les antifréchistes. Et il y a eu un rassemblement, et donc on est dans une continuité par rapport à ce que fut effectivement le socialisme historique local, jaurésien, comme en témoigne d'ailleurs la présence de Max Levita sur la liste de Philippe Sorel. Et ça, c'est important dans les quartiers populaires, puisque il y a eu effectivement ces oppositions par rapport à Georges Frêche. Voilà. Emmanuel, brièvement. Oui, alors sur l'idée que cette élection ait manifesté une colère ou un rejet. Premièrement, il faut tenir compte du fait qu'une partie très significative du corps électoral s'est abstenue. Tout à fait. Qui donc n'a pas exprimé ni colère ni enthousiasme. Deuxièmement, attention à l'effet de loupe. Plus de 80% des élus sont réélus au-delà de 3500 habitants. Ce sont donc des mutations du corps électoral qui ne touchent que 20 communes de plus de 3500 habitants dans la région. Certes, certaines sont symboliques. Mais la plupart des élus sont réélus et donc ne font pas l'objet d'un rejet, au contraire, mais plutôt d'un assentiment local. Enfin, troisième réflexion, c'est un peu dans le désordre et je m'en excuse. Et finalement, cet affrontement montpelliérain, il témoigne aussi du fait que ça n'est pas un homme politique qui hérite d'une ville, c'est une ville qui hérite d'un homme politique. Et l'agglomération, même une métropole aussi puissante sur le plan institutionnel que Montpellier, ne crée pas de légitimité politique aujourd'hui encore. Christian Bourquin, on a vu donc Carcassonne qui est repassé de gauche à droite. Narbonne, c'est la même chose. Dans l'Aude, le Parti socialiste, la gauche n'aurait été qu'une parenthèse? Pas du tout. Je voudrais, en répondant à votre question, utiliser les propos de M. Négrier, qui vont très bien à votre question.
J'ai les résultats du ministère de l'Intérieur publiés ce matin à 10h30. Vous les avez certainement, qui, globalement, en pourcentage, vous parlez en ville, moi je parle en pourcentage. C'est intéressant comme éclairage. Il ne faut pas regarder le passé éternellement, mais quand même, il sert. Aujourd'hui, que disent ces chiffres pour le Languedoc-Roussillon? La droite est à 35%, la gauche est à 37%, le Front National à 10%. Au niveau national, c'est la droite qui est devant à 46%, la gauche est à 41%, le Front National à 7%. On parle beaucoup du Front National, mais en fait, il y a une différence de 3 points. Je ne le néglige pas. C'est un fait. Listes, hein, ne vous tracassez pas. Voilà, je ne le néglige chose, pas. Mais ce n'est pas un fait qui révolutionne tout le système. Regardez les villes et donc, où nous étions vous présents. le voyez, sur les bases, la gauche reste majoritaire. Je ne m'en satisfais pas. Je suis comme vous. J'évoque cette colère et j'espère qu'on passera un moment de l'émission pour parler de cette déception qui a été dans l'abstention des Français et des habitants du Languedoc-Roussillon. Et cette déception vis-à-vis de Paris, du gouvernement, de François Hollande, du président de la République, et qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? J'ai beaucoup à dire, moi aussi, là-dessus, vous vous doutez. Monsieur Rossignol, allez-y, après on va rebondir. Il nous reste 4 minutes, monsieur Bourquin. La plus grande ville détenue par le Parti Socialiste à Languedoc-Roussillon, c'est Frontignan. Vous imaginez? Frontignan, plus grande ville du Parti Socialiste dans l'Hérault, puisque Montpellier, je ne la compte pas dans les villes gagnées par le Parti Socialiste. Donc aujourd'hui, dans la région, il y a quand même un monde. Voilà l'État avec des députés qui ont été élus triomphalement pour certains en 2012, qui aujourd'hui ont été battus, balayés, avec des scores quand même qui tournaient autour de 10%. Mais aujourd'hui, le Parti Socialiste à Languedoc-Roussillon est vraiment atteint dans la défaite. Je voudrais juste qu'on parle d'une dernière ville quand même importante. Il y a une nouvelle génération d'élus qui arrive. Voilà, une dernière ville dans la région, c'est Nîmes, où le sénateur maire UMP sortant Jean-Paul Fournier a été réélu. On l'écoute et on en discute après. Jean-Paul Fournier, eh bien, une victoire, c'est pas vraiment une surprise finalement. Non, mais c'est la victoire de l'Union. 47% des voix, c'est 10% de plus que dimanche dernier. Donc le travail qui a été fait sur le terrain, grâce à l'Union, grâce à nos militants, grâce à ces jeunes qui nous ont accompagnés tout le long de la campagne. Et je crois que c'est vraiment une belle victoire. En quadrangulaire, faire 47%, c'est fort. Un troisième mandat qui s'annonce comment pour vous? Ben écoutez, on va appliquer ce qu'on a proposé aux Nîmoises et aux Nîmois dans notre projet. Donc maintenant, on va le mettre en œuvre et voilà, on aura 6 ans pour réaliser ce qu'on a souhaité. Une dernière question peut-être. Le Front National fait deuxième. Il fait le au-dessus de 24%. Ça veut dire qu'il aura un siège supplémentaire, c'est-à-dire 7 sièges. Écoutez, effectivement, le Front National va rentrer au conseil municipal. Je le regrette parce que je pense que c'est un parti que je combats. Mais écoutez, il faut faire avec. Et il n'a pas tellement progressé par rapport à nous qui faisons 10 points de plus. Il en fait 2 de plus. Il avait annoncé qu'il serait en tête à 33-34%. Donc je dirais que, allez, faisons un bon mot, M. Gillet, après une veste, quoi. Christian Bourquin, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que vous... peut-être aussi là-dessus, parce que j'ai pas eu la parole oui, beaucoup. Très rapidement. Allez-y, monsieur Sanchez. Oui, bon, moi ce que je note, c'est vous regardez les bureaux effectivement de la ZUP également, là aussi, comme à Saint-Gilles, et vous regardez la différence où on votait socialiste à 80% à la présidentielle, et maintenant on vote 70% UMP depuis qu'on a fait un bail amphithéotique pour une mosquée à un prix très modique. Donc voilà comment s'est passée l'élection à Nîmes. Voilà comment tous les gens sont citoyens, monsieur Sanchez. Oui, mais quand on fait un bail amphithéotique à un prix dérisoire, c'est quand même assez inadmissible. Et pour vous répondre, monsieur, sur... rapidement, s'il vous plaît. Vous parliez que nous étions en dehors du champ de la République. Qui a parqué l'immigration dans des tours? C'est pas le Front National, c'est les socialistes et c'est la droite. Donc arrêtez tous de nous mettre en cause sans arrêt, ça va. Christian Bourquin, en 30 secondes, qu'est-ce que vous dites à Philippe Sorel? On lui fera répondre pour 2015, pour la régionale. Il a raison de dire que tout le système J'ai toujours dit que la région a besoin d'une capitale, c'est Montpellier. Mais la capitale a besoin d'une région, sans quoi il n'y aurait pas de capitale. C'est clair. Donc les deux doivent fonctionner ensemble. Ils fonctionnent ensemble. Nous avons eu une longue conversation avec Philippe Sorel ce matin. Je ne doute pas que sur ce terrain-là, nous pourrons continuer à travailler et nous travaillerons très bien et sur des sujets, je dirais, partagés et qui concernent d'abord les Montpelliérains, mais qui concernent la région au sens des 3 millions d'habitants. On fait réagir Philippe Sorel. Oui, moi ce qui m'importe, c'est l'intérêt des habitants de Montpellier. C'est la seule chose qui m'importe dans cette élection. Mais bien entendu, il y a, avant les régionales, d'autres échéances qu'il faudra envisager. Il y a d'abord une communauté d'agglomération très puissante.
Il y a ensuite les élections cantonales et régionales, dont nous sommes quand même dans un paysage où beaucoup de choses vont être modifiées. Mais moi, je n'ai un seul but dans mon tête, c'est améliorer la vie quotidienne des Montpelliérains et réparer la ville parce qu'elle en a besoin. Voilà. Mais nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet languedoc-roussillon.france3.fr. Bonne journée, au revoir.